À l'automne 1991, le quartier tranquille de Lyon, en France, est secoué par la disparition soudaine d'une jeune fille. Elle s'était évanouie dans son sommeil, sa mère retrouvant le lit vide et la fenêtre grande ouverte. 9 ans plus tard, elle découvre un vieux jouet enregistré par sa fille. Lorsqu'elle appuie sur la touche Play, elle entend quelque chose qu'elle n'était pas censée entendre, révélant une vérité si troublante qu'elle conduira les enquêteurs à la découverte la plus choquante de leur carrière. Cet après-midi-là, à Lyon, en France, Hélène Rodier se tient dans ce qui fut sa maison, fermant les derniers cartons avec du ruban adhésif. La maison semble différente maintenant, plus vide en quelque sorte, même si la plupart des meubles sont restés. Ce n'était plus sa maison. Elle appartenait à Charles, son ex-mari, et cette réalité s'imposait à elle comme une lourde couverture. Charles s'agenouille à côté d'elle et fixe un autre carton avec du ruban adhésif. Ses gestes étaient prudents, méthodiques, à l'image de sa façon de tout faire. Ils travaillaient dans un silence confortable, un rythme qu'ils avaient développé au cours de leurs 15 années de mariage. Même le divorce ne pouvait effacer cette familiarité. Celle-ci est prête, dit Hélène en poussant une boîte vers lui. Elle contenait ses uniformes d'infirmière, des textes médicaux et le stéthoscope qu'elle avait reçu à la fin de ses études. Charles soulève facilement la boîte, ses bras de charpentier étant encore solides à 45 ans. « Je vais sortir celle-là », dit-il en se dirigeant vers la porte d'entrée. Hélène scella une autre boîte, essayant de ne pas penser à la façon dont cette maison était devenue un mausolée de souvenirs. Ils avaient essayé de préserver leur mariage après la disparition d'Isabelle, mais le chagrin avait des formes différentes selon les personnes. Charles s'était retiré dans son atelier et ses séances de thérapie. Elle s'était jetée dans les gardes supplémentaires à l'hôpital, travaillant jusqu'à ce que l'épuisement fasse taire les questions qui la hantaient. Les disputes avaient commencé modestement. À qui le tour de faire les courses? Pourquoi la facture d'électricité était élevée? Mais ils savaient tous les deux ce qui se cachait derrière. La faute, la culpabilité, le poids terrible de ne pas savoir. Il y a 6 mois, ils ont finalement admis ce qu'ils savaient tous les deux depuis des années. Et rester ensemble ne ramènerait pas Isabelle. Charles revient, essuyant la sueur de son front. L'après-midi de juin est chaud et le chargement des cartons dans la Renault Clio d'Hélène n'est pas de tout repos. C'est le plus gros, dit-il. Il n'en reste que quelques-uns. Je veux visiter sa chambre, dit Hélène à voix basse. Une dernière fois. Le visage de Charles s'adoucit. Le visage de Charles s'adoucit. Je vais finir de les charger. Il prend une autre boîte, laissant à Hélène l'intimité nécessaire pour faire ses adieux. Hélène monta l'escalier familier, sa main traînant le long de la rampe en chêne que Charles avait installée lorsqu'ils avaient emménagé. Chaque craquement du parquet était un souvenir. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre d'Isabelle, se rassurant avant de tourner la poignée. La chambre était restée exactement la même que cette nuit de 1991. Des murs roses avec des papillons peints à la main, une commode blanche couverte d'autocollants, le petit lit avec son édredon Mon petit poney. Seule la fenêtre était différente, équipée de nouvelles serrures et de barres de sécurité qui sont arrivées trop tard. Hélène se souvient de cette nuit d'octobre avec une clarté cristalline. Elle avait travaillé 2 fois à l'hôpital et était arrivée à la maison à 3 heures du matin, épuisée. Charles dormait. Ah, elle était allée voir Isabelle par habitude et avait trouvé le lit vide, la fenêtre ouverte, l'air frais de l'automne s'infiltrant à travers les rideaux. La gendarmerie nationale avait été minutieuse au début, chiens de recherche, hélicoptères, des centaines de volontaires passant au peigne fin les bois derrière leur quartier. Ils n'avaient rien trouvé. Aucune empreinte digitale, aucune trace de pas, aucun signe de lutte. Juste une fillette de 5 ans qui s'était volatilisée dans la nuit. L'affaire s'était refroidie malgré l'attention initiale des médias. La police judiciaire avait été brièvement impliquée, mais sans preuve de trafic transfrontalier, elle s'était retirée. Les gendarmes locaux avaient gardé l'affaire ouverte, mais n'avaient aucune piste à suivre. Hélène s'approcha de l'armoire où la photo d'Isabelle trônait dans un cadre argenté. Sa fille lui sourit, les dents écartées et les yeux brillants, vêtue de la chemise rayée et de la salopette en jonc qu'elle aimait tant.
Hélène embrasse ses doigts et les presse sur le verre. « Au revoir, petite fille », murmure-t-elle. S'essuyant les yeux, elle quitte la chambre et descend au rez-de-chaussée. Charles attendait près de sa voiture, les derniers cartons chargés. Ils se tenaient face à face dans l'allée, deux personnes qui s'étaient autrefois promis l'éternité et qui se préparaient maintenant à vivre des vies séparées. « Tu vas t'en sortir ?» demanda Charles. « Je me débrouillerai », dit Hélène. « Nous y arriverons tous les deux. » Elle est montée dans sa voiture et a baissé la vitre. Charles s'est penché, l'inquiétude se dessinant sur son visage. « Tu es sûr de vouloir prendre toutes ces affaires ? Ton appartement n'est pas très grand. » « Si j'ai besoin de plus d'espace, je louerai un garde-meuble, » répond Hélène. « Ce n'est pas un problème. » Elle marque une pause, s'adoucit. « Prends soin de toi, Charles. » « On se reverra dans le coin. »« Oui, » dit-il en se reculant. « Conduis prudemment. » Les 15 minutes de route qui la séparent de son nouvel appartement lui donnent l'impression d'entrer dans une autre vie. L'immeuble était un complexe modeste près de l'hôpital, pratique pour ses gardes de nuit. Elle avait loué un 2 pièces au 2e étage, à une pièce pour elle, une autre pour le stockage. Le déménagement des cartons a pris des heures. Le chariot à roulettes de l'immeuble l'a aidée, mais elle a dû faire plusieurs voyages. Ses nouveaux voisins l'observent avec curiosité, mais ne lui proposent pas leur aide. Ce n'est pas grave. Elle n'était pas prête à nouer de nouvelles relations. Le soir venu, des tours de carton remplissent son salon. Hélène s'effondre sur son canapé d'occasion, épuisée. Elle devrait déballer ses affaires essentielles. Vêtements de travail, articles de toilette, ustensiles de cuisine. Au lieu de cela, ses yeux reviennent sans cesse sur la boîte marquée « Les préférés d'Isabelle ». Incapable de résister, elle le tire vers elle et ouvre soigneusement les rabats. Charles l'avait emballée pendant qu'elle s'occupait de la paperasse. Elle lui avait demandé d'inclure les objets qu'Isabelle aimait le plus. Perchée sur le dessus, une peluche hibou violet, rejointe par la licorne préférée d'Isabelle et une collection d'autres poupées. En dessous se trouvaient des robes et des pyjamas soigneusement pliés, portant encore le léger parfum de l'enfance, du shampoing pour bébé Mustela et des biscuits Petit Beurre. En dessous, des livres bien aimés au coin recourbé sont éparpillés. Le Petit Prince, Babar, le lapin de velours. Puis Hélène l'aperçoit, le magnétophone à cassette rouge et blanc. Ce n'était pas le modèle Philips très cher qu'Isabelle avait voulu pour son 5e anniversaire, mais une version générique de Jouet Club. Cette année-là, ils avaient économisé pour un nouveau chauffe-eau. Le compromis avait semblé raisonnable à l'époque. Hélène souleva le jouet, surprise par son poids. Les piles étaient probablement mortes depuis longtemps. Elle trouva le compartiment des piles et découvrit qu'elles avaient légèrement coulé, laissant un résidu croûteux. Après avoir nettoyé les contacts avec un mouchoir en papier, elle inséra des piles AA neuves trouvées dans son tiroir. Le bouton de lecture s'enclencha avec un bruit mécanique familier. L'air se charge d'électricité statique. Puis une petite voix se fait entendre. « Test, test, je m'appelle Isabelle Marie Rodier et j'ai 5 ans. » Le cœur d'Hélène se serre. Cela faisait 9 ans qu'elle n'avait pas entendu la voix de sa fille. Les larmes coulent sur ses joues tandis qu'Isabelle continue à parler de sa journée, de ses amis à l'école maternelle, du papillon qu'elle a vu dans le jardin. Puis l'enregistrement s'est modifié. Bruit de fond, mouvement. La voix de Charles, lointaine mais claire. « Isabelle, viens dans la chambre de la princesse quand tu auras fini. Tu te souviens de ce que j'ai promis ? Quand on aura fini, on ira au Jouet Club pour le nouveau Mon Petit Poney. » Hélène fronce les sourcils. « La chambre de la princesse ?» Elle rembobine et réécoute la chanson. Le ton de Charles n'était pas le même que d'habitude. Il était taquin, presque suppliant. Et Isabelle n'avait pas été particulièrement intéressée par les princesses. Elle préférait les animaux, les dragons, les licornes, les chiots. Peut-être Charles avait-il essayé de réorienter ses intérêts. C'est ce que font parfois les parents en encourageant les enfants à s'intéresser à d'autres jouets. Le Mon Petit Poney promis avait du sens en tant que pot de vin pour un bon portement. Hélène fouilla dans la boîte, mais ne trouva aucune figurine de poney. Peut-être se trouvait-elle dans une autre boîte, ou bien Charles les avait-elle gardés. Certains jouets avaient été trop douloureux pour être emballés. Elle repassa l'enregistrement, écoutant attentivement chaque mot.
chambre de princesse. Une phrase étrange. Charles n'avait jamais parlé de la chambre d'Isabelle de cette façon. Cela faisait-il partie d'un jeu auquel il jouait, un surnom spécial qui lui avait échappé? Après tout, Charles avait passé plus de temps dans la journée avec Isabelle. Elle met le magnétophone de côté et commence à déballer ses affaires personnelles. Les heures passent tandis qu'elle organise sa vie dans de nouveaux espaces. La vaisselle dans des armoires inconnues, les vêtements dans un placard plus petit, les photos sur des murs différents. Lorsqu'elle a ouvert son classeur pour ranger des documents importants, elle s'est aperçue qu'il manquait quelque chose. Les documents relatifs au renouvellement de sa licence d'infirmière ne s'y trouvaient pas. Elle a vérifié chaque dossier 2 fois, puis a cherché dans les boîtes étiquetées à son nom. Rien n'y fait. L'horloge indiquait 20h30, alors que son service commençait à 10h00. Sans ces documents, elle ne pouvait pas prouver que ses qualifications étaient à jour. L'administration de l'hôpital est très stricte en ce qui concerne la paperasserie. Elle compose le numéro de Charles à partir de son nouveau téléphone. Il répond à la 3e sonnerie. « Hélène, tout va bien ?» « Je ne trouve pas les documents relatifs à ma licence d'infirmière, » dit-elle. « Je crois que je les ai laissés à la maison. Est-ce que je peux passer voir ?» Oh, une pause. « Je viens de partir pour ma séance de thérapie de groupe sur le deuil. Je ne rentrerai que tard. » Hélène jeta un coup d'œil à l'extérieur. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. « J'en ai vraiment besoin pour mon quart de travail de ce soir. Est-ce que je peux utiliser ma clé ?» « Bien sûr, dit Charles. Tu sais où tout se trouve. Tu n'as qu'à fermer à clé en partant. »« Merci. J'apprécie. »« Pas de problème. Bonne chance pour ce soir. » Hélène raccrocha et prit ses clés. Le poids familier de la clé de la maison lui semblait étrange maintenant, un vestige de son ancienne vie. Elle devrait sans doute la rendre bientôt. Elle laissa les boîtes déballées éparpillées dans le salon et se dirigea vers sa voiture. Un quart d'heure plus tard, Hélène s'engagea dans l'allée familière. La maison se découpait sur le ciel du soir, les fenêtres reflétant les derniers rayons du soleil couchant. C'est étrange comme une maison peut rapidement devenir un simple bâtiment. Elle entra par la porte d'entrée, allumant les lumières au fur et à mesure qu'elle avançait dans la maison. Tout était resté exactement là où elle l'avait laissé, il y a quelques heures, mais le vide était plus prononcé maintenant. La chambre, celle de Charles maintenant, se rappela-t-elle, se trouvait au bout du couloir. Elle poussa la porte et alluma la lumière au plafond. Le grand lit qu'il partageait depuis 15 ans avait une drôle d'allure avec un seul oreiller. Charles avait déjà fait disparaître les traces de sa présence. Pas de plats à bijoux sur la commode, pas de roman d'amour sur la table de nuit. Le classeur se trouvait dans le coin, là où il avait toujours été. Elle ouvrit le 2e tiroir et trouva la chemise en papier marquée « licence médicale », exactement là où elle l'avait rangée. Tous les documents étaient là. Sa licence originale, les formulaires de renouvellement, les certificats de formation continue. Elle est soulagée. Au moins, cela n'affecterait pas son travail. Elle rangea le dossier sous son bras et balaya rapidement la pièce du regard. Rien d'autre ne semblait avoir été oublié. Alors qu'elle se préparait à partir, les paroles du magnétophone résonnèrent dans son esprit. La chambre de la princesse. Cette phrase la harcelait, comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait pas. Elle se retrouva à monter les escaliers jusqu'à la chambre d'Isabelle. La porte grinça lorsqu'elle entra. Sans le fatras de jouets et de vêtements qu'elle avait emballés plus tôt, la pièce paraissait plus grande, plus triste. Elle fit lentement le tour de la pièce, passant ses doigts sur les murs, s'attendant à trouver une décoration de princesse qu'elle avait oubliée. Mais rien. Pas de château, de diadème ou d'image de conte de fées. Elle ouvrit la porte du placard. Les cintres vides s'entrechoquèrent sous l'effet de la légère brise provoquée par son mouvement. L'armoire se trouvait contre le mur du fond. Lorsqu'elle s'en approcha, la vieille pièce se déplaça légèrement, s'inclinant vers elle. Sans le poids des vêtements à l'intérieur, ses problèmes structurels étaient évidents. Le pied avant gauche ne touchait pas correctement le sol. Elle examina l'écart et remarqua que les planches de bois s'étaient déformées en dessous. La pièce a été fermée si souvent depuis la disparition d'Isabelle que l'humidité s'y est probablement accumulée.
Le climat humide de Lyon était dur pour les vieilles maisons. L'armoire vacilla lorsqu'elle tenta de la stabiliser. Une bonne poussée pourrait la faire basculer complètement. Elle ne peut pas la laisser ainsi. Si elle tombait dans la nuit, Charles pourrait penser que quelqu'un est entré par effraction. La dernière chose dont il avait besoin était ce genre de frayeur. Elle consulta sa montre. 19h30. Bricorama reste ouvert jusqu'à 20h. Oui, elle pouvait prendre quelques cales en bois pour niveler le tout, faire une réparation rapide avant son quart de travail. La sonnerie du téléphone retentit en bas, brutale dans la maison silencieuse. Hélène descendit en hâte et se dirigea instinctivement vers le téléphone. Sa main était sur le combiné quand elle s'arrêta. Ce n'était plus sa maison. Charles avait droit à une certaine intimité. Les appels qui venaient ici ne la concernaient plus. Elle rassembla son dossier et son sac à main, éteignit les lumières en se dirigeant vers la porte. Le téléphone s'arrêta de sonner. Après une pause, le répondeur se mit en marche. La voix enregistrée de Charles dit « Vous êtes bien chez les Rodiers. Veuillez laisser un message. » Une voix de femme emplit la pièce, chaleureuse mais inquiète. « Charles, c'est Madame Janssen du groupe. J'ai besoin que vous me rappeliez dès que possible. Nous devons discuter de votre assiduité et de votre participation. Cela fait maintenant 3 séances que tu manques. » « Cela fait 3 semaines, Charles. Le groupe est inquiet. Appelle-moi, s'il te plaît. » Hélène se fige. 3 semaines? Mais Charles venait de lui dire qu'il était en thérapie. Tous les mardis soirs depuis 5 ans, il assistait à son groupe d'entraide pour les personnes en deuil. C'était l'une des rares constantes dans leur vie après Isabelle. Madame Janssen avait été leur roc dans les pires moments, une thérapeute spécialisée dans la perte d'un parent. Elle avait créé ce groupe spécialement pour les parents d'enfants disparus. Hélène y avait participé pendant 2 ans avant que les séances ne deviennent trop douloureuses. Pourquoi Charles aurait-il menti sur sa participation au groupe? Où allait-il tous les mardis? Elle voulait rappeler Madame Janssen, mais ce serait aller trop loin. Quoi qu'il arrive à Charles, ce n'est plus sa responsabilité. Pourtant, l'inquiétude la ronge. Ils s'étaient promis de rester amis, de se soutenir mutuellement, même après le divorce. Hélène ferma la porte d'entrée et se dirigea vers sa voiture. La Renault était équipée d'un téléphone de voiture coûteux installé par l'ancien propriétaire, un luxe qu'elle avait gardé pour les cas d'urgence. Elle décrocha le gros combiné et composa le numéro de Charles. L'air du soir s'était rafraîchi, apportant un parfum de lavande et de pluie lointaine. Les réverbères s'allumaient le long de la rue tranquille de la banlieue. Ce quartier avait été leur rêve lorsqu'ils avaient acheté la maison il y a 10 ans, sûr, familiale, avec de bonnes écoles. Aujourd'hui, c'est un autre endroit où Isabelle n'est pas. Le téléphone sonna à son oreille. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle faillit raccrocher. Puis Charles a répondu « Allô ?» Sa voix est tendue, essoufflée. « Charles, c'est moi, dit Hélène. Je voulais juste prendre des nouvelles. Je voulais juste prendre des nouvelles. Tu es en thérapie ?» Le silence s'étire entre eux, rompu seulement par les parasites de la ligne téléphonique de la voiture. « Charles, dit-elle, tu m'entends? »« Oui, Charles, bégaye. Je veux dire non, mais je suis en route. » Les mots s'enchaînent rapidement. « Je suis allé chercher Mathieu. Tu sais qu'il habite assez loin d'ici, mais nous avons prévu d'assister à la séance ensemble. J'aurai un quart d'heure de retard. Pourquoi cette question? » Quelque chose dans sa voix ne sonnait pas juste. Hélène avait déjà entendu Charles mentir. Des mensonges blancs à propos de fêtes surprises, de petits mensonges pour ménager les sentiments de quelqu'un. Cela avait la même qualité. Les mots venaient trop vite, les explications trop détaillées. « Je n'avais pas l'intention d'insister, » dit Hélène avec précaution. « Quand j'étais chez vous pour récupérer mes documents, j'ai reçu un appel. Il est tombé sur la boîte vocale. Madame Janssen. »« Ah oui, Charles rit, mais il semble forcé. » Je sais qu'elle n'aime pas les retards aux réunions de thérapie de groupe. J'ai été en retard à plusieurs réunions, alors peut-être qu'elle voulait m'en parler. Le retard est différent de l'absence. 3 semaines de séance manquée, ce n'est pas la même chose que d'arriver 15 minutes après l'heure de début. Qu'a-t-elle dit dans le message vocal? Demanda Charles sur un ton trop décontracté. Hélène hésite. Une partie d'elle voulait le confronter directement, mais à quoi bon? Ils étaient divorcés. Ses choix lui appartenaient désormais.
Rien de précis, dit-elle. Je voulais juste que tu rappelles. Ce n'est pas grave. C'est vrai, bon, il faut que j'y aille. Mathieu m'attend. Bien sûr, conduis prudemment. Toi aussi. Au revoir, Hélène. La ligne s'éteint. Hélène regarde le téléphone un moment avant de raccrocher. En 15 ans de mariage, elle avait appris à lire les humeurs de Charles, ses confidences. Il est certain qu'il ment sur quelque chose. Elle démarre la voiture et s'éloigne de la maison. Bricorama n'était qu'à 5 minutes, mais une quincaillerie familiale qui avait survécu à l'arrivée des grandes enseignes grâce à un excellent service et à la loyauté de la communauté. La sonnette au-dessus de la porte retentit lorsqu'elle entre. Georges Dupont, le fils du propriétaire, se lève de derrière le comptoir et sourit. « Hélène, je suis content de te voir. Comment ça va ?»« Bien, Georges, j'ai juste besoin de cale pour une armoire bancale. À l'étroit. » À mi-chemin. Il appelle un autre client, puis « comment se passe le projet de rénovation de Charles? Il a besoin d'un coup de main. J'ai un peu de temps libre ce week-end. » Hélène s'interrompt, confuse. « Rénovation? » « Oui, la salle de loisirs qu'il construit. Il est venu ici le week-end dernier. Il a acheté un chariot entier de fournitures. »« Je crois que vous vous trompez, » dit lentement Hélène. « Nous n'avons pas de travaux de rénovation en cours. » Georges fronce les sourcils et se gratte la tête. « Je suis presque sûr que c'est Charles. Il a acheté des feuilles de contreplaqué, de la peinture, de nouveaux outils. Il a dit qu'il allait enfin faire cette salle de loisirs dont il avait toujours parlé. » Une salle de loisirs. Charles en avait parlé il y a des années, à l'époque où il faisait encore de la menuiserie pour s'amuser, mais après la disparition d'Isabelle, il s'était désintéressé de ses passe-temps. « Eh bien, dit Hélène en forçant un sourire, je vais lui en parler. Merci pour l'information. »« Pas de problème, les cales sont là où je l'ai dit. » Hélène trouve rapidement ce dont elle a besoin, paie son achat et retourne à sa voiture. Le sac de la quincaillerie se froisse lorsqu'elle le pose sur le siège passager. Un projet de rénovation auquel elle ne connaissait rien. Des séances de thérapie manquaient. Des mensonges sur l'endroit où il se trouvait ce soir. Les pièces ne s'emboîtaient pas. Defton, mais Hélène ne voyait pas encore l'ensemble du tableau. Peut-être que Charles traversait une période difficile avec le divorce. Les gens réagissent différemment au chagrin et au changement. Il s'était peut-être lancé dans un projet pour faire face à la situation, trop gêné pour admettre qu'il avait arrêté sa thérapie. Elle vérifia l'horloge du tableau de bord. 20:05. Si elle se dépêchait, elle pourrait réparer l'armoire et arriver à l'heure à son poste. La soirée a pris une tournure surréaliste. Ce matin, elle était mariée et vivait dans ce quartier. Maintenant, elle était une visiteuse dans sa propre vie, découvrant des secrets dans une maison qui n'en avait pas. Elle tourna la clé de contact et reprit la route vers la maison de Charles, ignorant que chaque kilomètre la rapprochait de réponses qu'elle n'était pas prête à trouver. Hélène s'engagea dans l'allée de Charles pour la deuxième fois de la soirée. Le sac de la quincaillerie bruisse lorsqu'elle le ramasse avec son sac à main. Elle allait faire vite, réparer la garde-robe et partir pour son quart de travail. Les paroles de Georges sur la rénovation lui reviennent à l'esprit. Peut-être que Charles revenait vraiment à ses anciens passe-temps. Pendant leur fréquentation, il avait passé des week-ends à fabriquer de magnifiques figurines en bois, des hiboux, des renards, des petits ours avec des détails complexes. Ses mains avaient été si douces et si précises, donnant vie au bois brut. Sa clé tourna facilement dans la serrure. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lampe du porche qu'elle avait laissée allumée. Elle appuya sur l'interrupteur de l'entrée et se dirigea vers les escaliers. À mi-chemin, elle remarqua que de la lumière s'échappait de sous la porte du bureau de Charles. C'est étrange. Elle avait éteint toutes les lumières plus tôt. « Charles » appela-t-elle. « Tu es là ?» Pas de réponse, mais elle entendit du mouvement. Des pas. Le frottement d'un meuble. Elle atteignit le palier du 2e étage. Les bruits de pas se firent plus forts, plus frénétiques. Des papiers bruissent. Un tiroir claqua. « Charles » appela-t-elle à nouveau. « Tout va bien ?» Toujours pas de réponse. Un malaise lui parcourut l'échine. Elle s'approcha de la porte du bureau et la poussa. « Charles, je croyais que tu étais... » Les mots s'éteignent dans sa gorge. Mathieu Tanguy se tient au milieu du bureau saccagé.
Les dossiers de Charles sont éparpillés sur le sol. Les tiroirs du bureau sont ouverts et leur contenu se répand partout. Des livres ont été retirés des étagères, des papiers arrachés des classeurs. Mathieu, Hélène le regarde avec stupeur. « Pourquoi es-tu là? Je croyais que tu étais avec. » Se retourna lentement. Son visage luisait de sueur, sa peau était pâle et cireuse. Ses cheveux d'ordinaire bien coiffés se dressaient à des angles bizarres. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, elle vit que ses pupilles étaient dilatées jusqu'à devenir des flaques noires. « Tu vas bien ?» demanda Hélène, même s'il était évident qu'il ne l'était pas. « Tu as l'air malade. » Mathieu fit un pas vers elle. Le mouvement était instable et elle sentit l'odeur âpre de l'alcool mélangée à quelque chose d'autre, la sueur et le désespoir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Hélène garda sa voix calme malgré son inquiétude croissante. « Charles t'a demandé de trouver quelque chose ?» L'expression de Mathieu est restée vide, froide. Il fait un nouveau pas en avant. Hélène le connaissait depuis des années. Charles et lui étaient amis depuis le lycée et s'étaient rapprochés autour de leur passion commune pour le travail du bois. Elle ne l'avait jamais vu dans cet état. « Mathieu, ne bouge pas, » dit-elle fermement. « Je vais appeler un médecin. Vous avez besoin d'aide. » Elle tendit la main vers le téléphone du bureau, mais Mathieu s'élança avec une rapidité surprenante. Ses mains s'agrippèrent à ses poignets, la poigne douloureusement serrée. « Lâchez-moi !» Hélène tente de se dégager, mais ses doigts s'enfoncent plus profondément. « Mathieu, tu me fais mal. » Elle poussa fort, brisant son emprise. Trébuchant vers l'extérieur du bureau, elle saisit la poignée de la porte, essayant de la refermer entre eux. Mathieu l'attrapa et l'ouvrit d'un coup sec. La peur la submergea. Ce n'était pas le Mathieu qu'elle connaissait. L'homme tranquille qui apportait des jouets faits maison à Isabelle, qui avait aidé Charles à construire leur terrasse un été. Quelque chose ne tournait pas rond. Hélène se retourna pour courir vers l'escalier, mais Mathieu la rattrapa par derrière, les bras entourant sa taille. Elle se débattit, tandis qu'il la portait, la traînait dans le couloir. Elle se débattit contre son emprise, mais il était plus fort qu'elle. Il poussa la porte de la chambre d'Isabelle et la jeta sur le petit lit. L'édredon de mon petit poney amortit sa chute, mais avant qu'elle ne puisse s'enfuir, Mathieu était sur elle, la plaquant au sol. Son haleine empestait le whisky et ses mains s'approchaient d'elle. « Mathieu, je t'en prie, » supplie Hélène en essayant de le repousser. « Ne fais pas ça. Tu as une femme et un enfant à la maison. Pense à eux. » Il ne répond pas, ne semble pas l'entendre. Son visage est resté étrangement inexpressif tandis qu'il s'agrippait à ses vêtements. La main d'Hélène trouva la veilleuse en céramique d'Isabelle sur la table de nuit, un éléphant rose qu'elle avait acheté il y a des années. Elle la balança violemment, touchant la tempe de Mathieu. « Je suis désolé, je dois le faire. » Il grogna et roula sur le côté, la main portée à la tête. Hélène descendit du lit et courut vers la porte, mais Mathieu se ressaisit rapidement. Il lui saisit le bras et la fit tourner sur elle-même, la plaquant contre l'armoire. L'impact lui coupa le souffle. Elle tomba à genoux tandis que l'armoire vacillait, sa base déjà instable cédant. La lourde pièce bascula vers l'avant dans un énorme fracas. Le bois se brisa, le plancher se fissura et céda, révélant une cavité cachée. Lorsque la poussière retomba, Hélène aperçut dans le trou des dizaines de boîtes en carton remplies de cassettes VHS et de VCD. L'attitude de Mathieu changea du tout au tout. Son visage s'illumine d'un sourire inquiétant. « C'est ce que je cherchais. » Il se met à genoux et commence à attraper des cassettes qu'il fourre dans ses bras. Hélène, encore étourdie par l'impact, l'observait avec confusion. De quoi s'agit-il? Pourquoi était-il caché sous le plancher? « Arrêtez !» Elle s'élança vers Mathieu, essayant de l'empêcher de prendre ce qu'il y avait là. Ses mains lui arrachèrent plusieurs cassettes qui s'éparpillèrent sur le sol. Mathieu poussa un juron et ramassa ce qu'il pouvait porter, serrant les cassettes contre sa poitrine. Il passa devant Hélène et quitta la pièce en courant, ses pas résonnant dans l'escalier. « J'appelle la gendarmerie !» Hélène lui cria après, la voix tremblante mais déterminée. Elle entendit la porte d'entrée claquer. Par la fenêtre, elle vit Mathieu trébucher dans l'allée, toujours agrippé à ses prix volés. Il ne s'est pas retourné, il n'a pas semblé se soucier de sa menace. Quoi qu'il y ait sur ces cassettes, le risque en valait la peine pour lui.
Hélène s'affaissa contre le mur, le cœur battant la chamade. Ses poignets palpitaient à l'endroit où Mathieu l'avait empoigné. Son dos lui faisait mal à force de se cogner contre l'armoire, mais elle ressentait surtout de la confusion et une peur grandissante. Que s'était-il passé? Pourquoi Mathieu s'était-il introduit dans la maison de Charles? Qu'y avait-il sur ses cassettes qui valait la peine de l'agresser? Elle regarda le sol brisé, les boîtes de cassettes encore visibles dans le compartiment caché. Quels que soient les secrets qu'elles contenaient, Mathieu n'en avait pris qu'une partie. Les autres étaient restés, attendant de révéler leur contenu. Les mains tremblantes, elle saisit la cassette la plus proche. L'étiquette indiquait simplement « Chambre de princesse, volume 47 ». La même phrase que sur le magnétophone d'Isabelle. Mais maintenant, elle portait un poids de menace qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Hélène se leva péniblement. Elle devait appeler la gendarmerie. Tout de suite. La main d'Hélène trembla lorsqu'elle composa le 17, le numéro d'urgence de la gendarmerie. Le téléphone lui parut incroyablement lourd. Lorsque le répartiteur lui répond, sa voix est précipitée. « J'ai besoin de la gendarmerie au 47 rue des Érables. Un homme vient de m'agresser. Il s'est introduit dans la maison et a pris des objets. Il s'appelle Mathieu Tanguy. » Le répartiteur posa des questions calmes. Hélène répond machinalement, les yeux fixés sur le trou dans le plancher de la chambre d'Isabelle. « Les gendarmes sont en route, » lui assure le répartiteur. « Restez en ligne jusqu'à leur arrivée. » En attendant, Hélène ne résiste pas à l'envie d'examiner les cassettes que Mathieu a fait tomber dans sa précipitation. Elle les ramasse avec précaution, lisant chaque étiquette. « Chambre de princesse, volume 23. Chambre de princesse, volume 89. Chambre de princesse, volume 256. » Son estomac se serre. Combien y en a-t-il? Elle jeta un coup d'œil dans le compartiment caché et vit des rangées de boîtes, chacune contenant des dizaines de cassettes et de disques, des centaines au total, tous étiquetés avec le même titre énigmatique. Des sirènes hurlaient au loin, de plus en plus fort. Par la fenêtre, elle vit 2 camionnettes de la gendarmerie s'arrêter, les lumières bleues clignotant dans le ciel, qui s'assombrissaient. « Madame !» Un gendarme en uniforme apparut dans l'embrasure de la porte, la main posée sur son arme. « Vous êtes Hélène Rodier ?»« Oui. » Elle se lève sur des jambes instables. « L'homme qui m'a agressé est parti il y a une dizaine de minutes. Il était ivre ou drogué. Il a pris certaines de ses cassettes. » Elle montre les cassettes. D'autres gendarmes sont entrés, sécurisant la maison. L'officier principal, un capitaine en civil, se présente comme le capitaine Moreau. Il était âgé d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants qui en avaient trop vu. Hélène lui a tout raconté. La découverte de Mathieu dans le bureau, l'agression, la chute de l'armoire et la révélation des cassettes cachées. Moreau écoute attentivement, prenant des notes. « Vous avez dit qu'il s'appelait Mathieu Tanguy ?» demande Moreau. « Oui. C'est le meilleur ami de mon ex-mari. Ils se connaissent depuis le lycée. » Elle marque une pause. « Je devrais appeler Charles. Il faut qu'il sache ce qui s'est passé. » Moreau acquiesce. « C'est une bonne idée. Nous voudrons aussi lui parler. » Hélène composa le numéro de Charles, le capitaine se tenant à proximité. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que Charles ne réponde. « Hélène. » Sa voix était aiguisée par l'irritation. « Pourquoi m'appelles-tu sans cesse? »« Charles, où es-tu? »« Je te l'ai dit, je suis avec Mathieu en thérapie. Qu'est-ce qu'il y a? » Hélène sent son cœur s'affaisser. Encore un mensonge. « Charles, Mathieu était justement chez toi, il m'a agressé. La gendarmerie est là maintenant. » Silence au bout du fil. « Ils veulent te parler, » poursuit Hélène. Elle tend le téléphone à Moreau. « Il veut vous parler. » Moreau prend le téléphone. « Monsieur Rodier, c'est le capitaine Moreau. Nous avons besoin que vous vous rendiez immédiatement à votre résidence. Il y a eu un incident impliquant... La ligne s'éteignit. » Moreau fronça les sourcils et rendit le téléphone. Il a raccroché. Il a dit qu'il était à son groupe de thérapie, dit Hélène avec Madame Janssen. Mais ce n'est pas possible si Mathieu était là. Moreau se tourne vers l'un de ses officiers. Obtenez l'adresse du centre de thérapie et les coordonnées de cette Madame Janssen. Envoyez une unité pour vérifier. Pendant que les officiers passaient les appels, Moreau examinait les bandes. Son expression devient plus sérieuse à mesure qu'il lit les étiquettes. Elle porte toute la mention « chambre de princesse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, avoue Hélène.
Je l'ai entendue sur un vieil enregistrement de ma fille aujourd'hui. Elle a disparu il y a 9 ans. Le regard de Moreau s'aiguise. Votre fille a disparu? Comment s'appelait-elle? Isabelle, Easy. Elle avait 5 ans quand elle a disparu de son lit. La voix d'Hélène se brise. La gendarmerie n'a jamais trouvé de piste. Le capitaine échange un regard avec ses officiers. Madame, je pense que nous devrions regarder ce qu'il y a sur ces bandes. Il se dirige vers le salon. Les mains d'Hélène tremblent lorsqu'elle allume la télévision et insère un disque dans le lecteur de Charles. L'écran s'anima. Au début, cela semblait innocent. Charles et Isabelle, 5 ans, dans leur salon, jouant avec des blocs. Le rire d'Isabelle emplit la pièce, ce même son lumineux provenant du magnétophone. « C'est avant qu'elle ne disparaisse », murmure Hélène. « Peut-être quelques mois. » À l'écran, Charles sourit à la caméra. « Isabelle, tu veux jouer à un jeu? Va dans la chambre de princesse et fais-moi une surprise. »« D'accord, papa. » Isabelle se lève d'un bond et s'enfuit hors de la caméra. On entend ses pas descendre les escaliers. Charles regarde la caméra et commence à compter. 1, 2, 3. Il a tiré sur chaque chiffre en prenant plusieurs secondes entre chaque. « Elle va au sous-sol », dit Hélène, confuse. Mais on ne l'a jamais appelée la chambre de princesse. Charles atteint le chiffre 10 et se lève. La caméra le suit jusqu'à la porte du sous-sol et descend. La vidéo s'interrompt brusquement. Lorsqu'elle reprit, il se trouvait dans une autre pièce. Des murs roses, des animaux en peluche, un lit d'enfant avec des draps de princesse. Hélène n'avait jamais vu cette pièce. Isabelle était assise sur le lit, vêtue d'un minuscule maillot de bain, beaucoup trop adulte pour une enfant de 5 ans. Elle avait l'air mal à l'aise, incertaine. « Maintenant, pose pour papa », dit la voix de Charles derrière la caméra. Ce qui suivit glaça le sang d'Hélène. Charles entre dans le cadre et s'assoit à côté d'Isabelle. Ses mains se déplacent pour la toucher comme aucun père ne devrait le faire avec son enfant. Le visage d'Isabelle montre de la confusion, de la gêne. « Arrêtez !» s'écrie Hélène. « Éteignez-la !» Moreau met immédiatement la vidéo en pause. Hélène s'effondre sur le canapé en sanglotant. En quelques secondes, tout son univers s'était écroulé. L'homme qu'elle avait aimé, à qui elle avait fait confiance, avec qui elle avait partagé sa vie, était un monstre. « Je n'ai jamais su », dit-elle entre deux sanglots. « Je n'ai jamais vu cette pièce. Oh mon Dieu, mon bébé. » Moreau s'assit à côté d'elle, la voix douce mais pressante. « Madame Rodier, il faut que vous réfléchissiez. Votre fille pourrait-elle être encore dans cette maison, au sous-sol ?» Hélène relève la tête. Cette possibilité ne lui était pas venue à l'esprit. La cave. Il est toujours fermé à clé. Charles a la seule clé. Il m'a dit que c'était par sécurité pour garder ses outils en sécurité. Un officier s'approche. « Capitaine, j'ai parlé à Madame Janssen. Charles Rodier n'a pas suivi de thérapie depuis 3 semaines. Il n'est pas là ce soir. » Moreau s'est levé. « C'est une cause probable. Nous allons dans ce sous-sol. » Il se tourne vers ses officiers. « Prenez les outils d'intrusion dans le fourgon, nous passons par cette porte. » « Oui, » dit fermement Hélène en essuyant ses larmes. Faites s'il y a la moindre chance qu'elle soit. Elle n'arrive pas à finir sa phrase. 9 ans. Isabelle aurait-elle pu rester 9 ans au sous-sol? Les agents reviennent avec des outils lourds, un bélier et des pieds de biche. Ils se dirigent vers la porte du sous-sol, une barrière en chêne massif qui leur a toujours semblé démesurée pour une porte intérieure. « Reculez, madame », dit Moreau. Hélène se plaqua contre le mur du fond, le cœur battant. Après toutes ces années d'ignorance, de deuil, d'acceptation lente de la disparition définitive d'Isabelle, la réponse aurait-elle pu se trouver sous ses pieds depuis le début? Le premier coup de bélier ébranla tout le mur. La porte tint bon. Charles l'avait renforcée, réalisa-t-elle, la rendant plus solide que nécessaire. Une autre pièce de l'horrible puzzle se mettait en place. « Encore », ordonna Moreau. Le deuxième impact fissura le cadre. Le troisième fit voler des éclats. Au 4e coup, la porte céda avec un énorme fracas. La porte du sous-sol cède dans un dernier fracas, révélant des escaliers en bois qui descendent dans l'obscurité. Un agent trouva l'interrupteur et l'alluma. Les ampoules fluorescentes se mirent à bourdonner, éclairant un espace étonnamment organisé. Moreau descendit, arme au poing, suivi de 3 officiers. Hélène attendit en haut des marches jusqu'à ce que Moreau dise « La voie est libre, vous pouvez descendre ». Le sous-sol était exactement comme dans les souvenirs d'Hélène.
L'établi de Charles se tenait contre un mur, les outils suspendus en rangées bien ordonnées. Des étagères contenaient des boîtes étiquetées de vis, de clous et de quincailleries. Une laveuse et une sécheuse occupaient un coin. Tout est parfaitement ordonné. Mon mari est très organisé, dit Hélène, sa voix résonnant légèrement. Il travaille parfois ici pour construire des choses. Ce n'est pas tout à fait abandonné. Moreau acquiesce, mais son expression reste sceptique. Vérifiez tout. Il doit y avoir une entrée cachée quelque part. Les agents se dispersent, examinant chaque mur, chaque coin. Ils frappent sur les surfaces à l'écoute des sons creux. Ils vérifient la présence de peintures fraîches qui pourraient cacher une nouvelle construction, de matériaux différents qui ne correspondent pas, de marques inhabituelles sur le sol en béton. À l'étage, Hélène entend d'autres agents visionner les vidéos à la recherche d'indices sur l'emplacement de la pièce cachée. De temps en temps, quelqu'un jurait ou émettait un son de dégoût. Elle ne veut pas savoir ce qu'il voit. Le vendeur de la quincaillerie a parlé de matériel de rénovation, dit Hélène à Moreau. Il a dit que Charles avait acheté des matériaux pour un projet quelconque. Avez-vous les plans originaux de la maison? Des plans de construction? Je ne les ai pas vus depuis des années. Charles devrait savoir où il se trouve, mais elle s'interrompt. Charles n'allait pas les aider. Les recherches se poursuivent méthodiquement. Les agents écartent les cartons de rangement, déplacent les meubles, vérifient derrière le chauffe-eau. 20 minutes s'écoulent sans résultat. Hélène se retrouve à quatre pattes, à regarder sous l'établi. Si Charles avait caché quelque chose, il l'avait bien fait. Elle se déplace pour vérifier sous la machine à laver, en inclinant la tête pour voir dans l'étroitesse de l'espace. Quelque chose accrocha la lumière, une fine arête qui brillait différemment du sol en béton. « Capitaine », appela-t-elle, « il y a quelque chose là-dessous. » Moreau et deux officiers se précipitèrent. Ensemble, ils saisirent la machine à laver et l'éloignèrent du mur. Le sèche-linge suivit, raclant bruyamment le sol. À l'endroit où se trouvait la machine à laver, un disque est recouvert de poussière. Moreau le ramasse avec précaution. L'étiquette indique « Chambre de princesse, volume 331 ». Regardez le mur. Là où les machines l'avaient caché, le mur présentait une irrégularité subtile. Une partie de la cloison sèche ne correspondait pas tout à fait. Le joint, habilement dissimulé, était visible maintenant qu'il savait où regarder. Moreau passa ses doigts le long du bord et trouva un loquet caché. Le faux panneau avait été conçu de main de maître, presque invisible lorsqu'il était fermé. « Reculez », ordonna-t-il. Le loquet était verrouillé. Moreau essaya de le forcer, mais il ne bougea pas. Un officier lui tendit un pied de biche. Le métal gratte contre le métal, puis le verrou céda avec un claquement sec. Le panneau s'ouvre. Derrière, un passage étroit s'étend dans l'obscurité. Des guirlandes roses couraient le long du plafond, non branchées, mais manifestement destinées à éclairer le chemin. L'odeur les frappa immédiatement. Moisissure, métal et quelque chose d'autre. Une habitation humaine dans un espace confiné. Moreau trouva l'endroit où les lampes se branchaient et les connecta. Une lueur rose envahit le passage, révélant des murs recouverts d'un matériau insonorisant. Le couloir est à peine assez large pour une personne. « Mon Dieu !» marmonna un officier. Ils avancèrent en file indienne, Moreau en tête. Le passage s'étendait sur environ 6 mètres, avant de se terminer par une autre porte, celle-ci peinte en rose et décorée d'autocollants de princesse. Moreau essaya la poignée. Elle est verrouillée. Il frappa fermement. « Gendarmerie !» « Ouvrez la porte. » Silence. Il appuie son oreille sur le bois, secoue la tête. L'insonorisation empêche d'entendre l'intérieur. Il lève le poing pour frapper à nouveau lorsque la serrure s'enclenche. La porte s'ouvrit de quelques centimètres et une jeune voix cria joyeusement « Papa, tu en avances !» La porte s'ouvrit, révélant une adolescente. Elle portait une chemise de nuit rose, ses cheveux blonds étaient longs et emmêlés. Son sourire se figea lorsqu'elle aperçut Moreau et les officiers derrière lui. Un cri s'échappa de sa gorge. Aiguë et terrifiée. Elle trébucha en arrière, les mains sur le visage. « Non, non, vous n'êtes pas réel. Papa a dit que tout le monde était mort. » Hélène passe devant les officiers. Même après 9 ans, même avec les changements de l'enfant à l'adolescente, elle connaissait sa fille instantanément. Isabelle, elle se précipite, les larmes aux yeux. « Chérie, c'est maman. C'est moi. » La jeune fille se plaqua contre le mur du fond, secouant violemment la tête.
Non, ma maman est morte. Tout le monde est mort. Papa a dit que c'était la fin du monde et il n'y a plus que nous. Hélène s'agenouille et tend les bras. Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. Je t'ai cherché pendant tout ce temps. Je ne savais pas que tu étais là. Papa! Isabelle hurle. Papa, à l'aide! Où es-tu? S'il te plaît, supplie Hélène, regarde-moi. Regardez-moi vraiment. Moreau fait discrètement signe à ses agents de rester en arrière pour laisser de l'espace à la mère et à la fille. Il sort un stylo et le tend à Hélène. Comprenant immédiatement, Hélène prit le stylo et commença à dessiner sur sa propre main. Un simple papillon avec un smiley, le même dessin qu'elle avait dessiné d'innombrables fois lorsqu'Isabelle était petite. « Tu te souviens de ça ?» dit-elle doucement. « Tu me demandais de le dessiner chaque fois que l'ancien était effacé. Tu l'appelais ton papillon heureux. » Les yeux d'Isabelle se fixent sur le dessin. Sa respiration se ralentit. La reconnaissance est faite lentement, comme le soleil qui perce les nuages. « Maman. » Le mot est sorti brisé, incertain. Mais papa a dit. « Je sais ce qu'il a dit, ma chérie. Mais il a menti. Je suis là. Je suis réel. » Hélène ouvre à nouveau les bras. Cette fois, Isabelle s'y engouffre. Elles se serrent l'une contre l'autre, sanglotant toutes les deux. Hélène respire le parfum de sa fille sans sa chaleur solide, vivante. Après toutes ces années, vivante. Moreau et son équipe sont entrés dans la pièce avec précaution. L'espace est petit, 3 mètres sur 4. Des murs roses, des décorations de princesses partout, un seul matelas sur le sol avec des draps Disney, des jouets éparpillés, certains adaptés à l'âge d'une adolescente, d'autres datant manifestement de l'époque où elle était plus jeune. Une petite télévision trônait dans un coin, avec un magnétoscope et des lecteurs de disques. Un trépied se trouvait à proximité, la monture de l'appareil photo vide, du matériel d'éclairage professionnel, des livres de coloriage et des crayons de couleur. Un tiroir étroit était encastré dans le mur, probablement pour la livraison de la nourriture. Dans le placard, les agents ont trouvé des objets qui leur ont valu des regards noirs, des jouets pour adultes, de la lingerie en taille enfant, du matériel vidéo, des outils dont l'utilité n'était que trop évidente. « Nous avons besoin d'un médecin », dit Moreau à voix basse dans sa radio, et confirmé que toutes les unités recherchent Charles Rodier et Mathieu Tanguy. Rodier est désormais le principal suspect dans l'enlèvement et la maltraitance d'enfants. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Ils s'approchent doucement d'Isabelle et lui expliquent qu'ils doivent vérifier son état de santé. Elle s'accroche à Hélène, mais se laisse examiner. À l'extérieur, dans l'ambulance, loin de la prison rose, Isabelle était assise entre Hélène et une ambulancière. Elle semblait hébétée, accablée par l'expansion soudaine de son monde. « Je croyais que tout le monde était mort », répétait-elle. « Papa a dit qu'il y avait une guerre, des bombes nucléaires. Il a dit qu'il ne restait plus que nous. » Elle regarde Hélène avec des yeux trop vieux pour ses 14 ans. « Il disait qu'il fallait que j'aie un enfant pour sauver la race humaine. Mais je ne suis jamais tombée enceinte. Je me sentais si mal, comme si j'avais échoué. » L'estomac d'Hélène se retourne. Elle s'efforce de garder sa voix calme. « Chérie, tu as déjà eu tes règles? » ?»« Oui, il y a 2 ans. Papa était si heureux. Il a dit, maintenant on va pouvoir commencer notre nouveau monde. » L'ambulancière prend des notes, le visage soigneusement neutre. « Isabelle, avez-vous des douleurs, des démangeaisons ou une gêne quelconque? » Non. Isabelle semble déconcertée par cette question. Pourquoi tout le monde a-t-il si peur? Papa a menti, je sais, mais il m'a toujours aimé. Il disait que ce qu'on faisait était beau, que j'étais faite pour lui. Hélène retient un sanglot. 9 ans de manipulation, d'abus déguisés en amour. Sa petite fille n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Elle prend doucement les mains d'Isabelle. « Chérie, ce que ton père a fait n'est pas bien. Les adultes ne devraient pas faire ce genre de choses avec les enfants. Ce genre d'intimité est réservé aux adultes qui se choisissent comme des maris et des femmes. » « Mais j'aime papa, » proteste Isabelle, la confusion transparaissant dans sa voix. « Je sais que tu l'aimes. Mais il y a différentes sortes d'amour. L'amour entre un parent et un enfant est censé être protecteur, sécurisant. Ce qu'il a fait, ce n'était pas de l'amour, bébé. C'était mal. » Isabelle est restée silencieuse, assimilant ces nouvelles informations. L'ambulancier termine son examen initial. « Elle semble stable, dit-elle doucement à Hélène.
Mais elle aura besoin d'un examen complet à l'hôpital, étant donné les circonstances. Hélène acquiesce. Elle comprend. Il fallait vérifier s'il y avait une grossesse, des maladies, des dommages physiques, toute l'horreur de ce que sa fille avait enduré. Moreau s'approcha de l'ambulance. Nous devons vous emmener toutes les deux au poste pour les déclarations. L'équipe médicale dit qu'il ne s'agit pas d'une urgence, donc nous pouvons le faire d'abord si vous êtes d'accord. Hélène regarde Isabelle, qui semble perdue dans ses pensées. Oui, faisons-le. Alors qu'il se préparait à partir, Hélène réalisa la logique tordue du plan de Charles, les disputes, les pressions pour le divorce. Il avait voulu être libre de vivre son fantasme malade sans interférence. Il avait gardé leur fille prisonnière pendant qu'Hélène dormait à l'étage, faisait ses quarts de travail, vivait sa vie en croyant qu'Isabelle n'était plus là. Les guirlandes roses brillaient encore dans la cave lorsqu'ils sont partis, marquant le chemin d'un cauchemar qui avait duré 3285 jours. 9 années de la vie d'un enfant, volé, tordu, corrompu. Au moment où ils sortent, Moreau ouvre la porte arrière du fourgon de la gendarmerie. « Madame Rodier, Isabelle, montez s'il vous plaît. Nous devons vous emmener au commissariat. » Hélène aida Isabelle à s'asseoir sur la banquette arrière, la suivant de près. La petite fille s'est serrée contre sa mère, encore déconcertée par le changement soudain de son monde. L'équipe médicale les a autorisés à être transportés, mais Isabelle devra subir des examens approfondis plus tard. L'agent Dubois, assis sur le siège du conducteur, règle sa radio. Des parasites crépitent avant que des voix ne s'élèvent clairement. Unité 12, nous avons appréhendé Charles Rodier et Mathieu Tanguy au 35 avenue du Rhône. 6 autres suspects sont en garde à vue et demandent un fourgon de transport. Moreau se penche en avant. C'est eux. Dubois, quel est l'endroit? L'avenue du Rhône est sur notre route vers le commissariat, monsieur, à environ 5 minutes d'ici. Arrêtez-vous rapidement, je veux voir la scène. Alors qu'il roule dans les rues tranquilles de Lyon, Hélène serre Isabelle contre elle. La fillette n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elle avait quitté le sous-sol, demandant de temps en temps où était son père, quand il reviendrait. Chaque question brisait un peu plus le cœur d'Hélène. La radio continue de parler. Sachez que des preuves d'exploitation d'enfants ont été trouvées sur les lieux. CSU demandait. Hélène couvrit les oreilles d'Isabelle qui semblait perdue dans ses propres pensées. La réalité de ce que Charles avait fait, de ce qu'il avait fait subir à leur fille, la rendait physiquement malade. Ils tournèrent sur l'avenue du Rhône, une rue résidentielle bordée d'arbres et de maisons modestes à 2 étages. Des fourgons de gendarmerie bloquent la route, gyrophares allumés. Une foule de voisins s'est rassemblée sur le trottoir, se penchant pour voir ce qui se passe. « Restez dans la camionnette », dit Moreau alors qu'il se gare. « J'en ai pour un moment. » Par la fenêtre, Hélène pouvait tout voir. 8 hommes se tenaient menottés près d'un fourgon de la gendarmerie. Charles était parmi eux, la tête baissée, les épaules affaissées. Mathieu se tenait à côté de lui, se balançant légèrement, visiblement encore en état d'ébriété. Les 6 autres hommes étaient âgés d'une trentaine à une soixantaine d'années. Certains ont l'air défiants, d'autres terrifiés. Tous portaient les vêtements confortables d'une soirée décontractée. Les officiers entraient et sortaient de la maison, transportant des sacs de preuves. Hélène entend des bribes de conversation à travers la fenêtre fendue. Nous les avons trouvés en train de regarder l'une des vidéos lorsque nous sommes entrés. Chambre de princesse, volume 972. Ça a l'air récent. Ils disent qu'ils font partie de ce qu'on appelle fraternité sacrée. Les réunions tournent entre les maisons, partageant leur matériel. La bile monta dans la gorge d'Hélène. Un club. Ils avaient formé un club pour partager les vidéos de leurs propres enfants. Combien d'autres victimes y avait-il? Charles a soudain levé la tête, ses yeux rencontrant ceux d'Hélène à travers la vitre de la camionnette. Pendant un moment, aucun des deux n'a bougé. Puis, ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui aurait pu être un sourire. « Attendez ici », dit Hélène à Isabelle, la voix tremblante de rage. Elle pousse la porte de la camionnette et se dirige à grands pas vers son ex-mari. Les agents s'interposent, mais elle est trop rapide. Sa main s'est heurtée à la joue de Charles dans une gifle qui s'est répercutée sur les maisons avoisinantes. « Tu es un monstre », a-t-elle crié.
Tu n'es pas un être humain. Charles tressaillit à peine. Sa voix était calme, presque conversationnelle. C'était une relation consensuelle. Isabelle m'a toujours aimé. Elle voulait. Taisez-vous. Un officier saisit le bras de Charles. Pas un mot de plus. Un autre policier tire doucement mais fermement Hélène en arrière. Madame, s'il vous plaît, cela ne servira à rien. À travers ses larmes de rage, Hélène vit Mathieu qui l'observait. Il pinça ses lèvres dans un geste obscène de baiser, puis passa lentement sa langue dessus. Le même homme qui l'avait attaqué il y a quelques heures, qui avait voulu ces vidéos si désespérément. « Ramenez-la au fourgon », ordonna Moreau. « Ces hommes n'en valent pas la peine. » L'officier guida Hélène jusqu'au fourgon de la gendarmerie, où Isabelle attendait, le visage appuyé contre la vitre. « Où es-tu allée, maman? Pourquoi as-tu frappé papa ?» Hélène s'est glissée dans le siège, serrant sa fille contre elle. « Je suis désolé, ma chérie. Je n'aurais pas dû faire ça. » À l'extérieur, les officiers font monter les 8 hommes dans des véhicules distincts. Le fourgon de transport s'éloigne le premier, suivi de 2 fourgons de la gendarmerie. Charles ne s'est jamais retourné. Les techniciens de la scène de crime poursuivent leur travail. Par la fenêtre, Hélène les regarde transporter boîte après boîte les pièces à conviction. Cassettes VHS, VCD, DVD, chacun représentant l'enfant de quelqu'un, le cauchemar de quelqu'un. Ils ont même enlevé la télévision et les lecteurs vidéo, tout ce qui pouvait contenir des preuves. Du ruban jaune de scène de crime a été posé autour de la propriété. Les voisins chuchotent entre eux, partageant sans doute des théories sur ce qui s'est passé dans cette maison d'apparence ordinaire, située dans une rue tranquille. Moreau retourne à la camionnette, le visage sombre. « Nous allons aller au commissariat maintenant. Il y a beaucoup de choses à analyser, mais vous avez tous les deux bien travaillé ce soir. » Alors qu'il s'éloignait de la scène, Hélène jeta un dernier coup d'œil à la maison où le mal s'était caché à la vue de tous. Combien de maisons de ce genre existaient-elles? Combien d'enfants ont été piégés derrière des portes ordinaires? Isabelle bâille, épuisée par les événements de la nuit. Quand est-ce que je pourrais rentrer à la maison? Hélène caressa les cheveux de sa fille, devenus longs et emmêlés après des années sans soins appropriés. Bientôt, ma chérie. Nous te ramènerons à la maison, en toute sécurité. Les lumières du poste de gendarmerie sont apparues devant, comme un phare dans l'obscurité. Quelque part derrière eux, Charles et ses associés étaient en train d'être traités, leur crime enfin révélé. Mais pour Hélène et Isabelle, le véritable voyage ne faisait que commencer. Le long chemin vers la guérison de blessures plus profondes que quiconque ne pouvait l'imaginer. Moreau parle doucement à Dubois pendant qu'ils conduisent. Assurez-vous que l'aide sociale à l'enfance a quelqu'un de prêt. La nuit va être longue. Le poste de gendarmerie grouillait d'activité lorsqu'ils y pénétrèrent. À travers une fenêtre donnant sur la zone d'enregistrement, Hélène aperçut les 8 hommes en cours de traitement. Empreintes digitales, photographies, effets personnels répertoriés. Charles se tenait debout, le dos droit, l'expression vide, comme s'il s'agissait d'une soirée ordinaire. Une femme en tailleur gris s'approche d'eux. « Je suis Sophie Martin de l'aide sociale à l'enfance. Je vais rester avec Isabelle pendant que vous ferez votre déposition. » Isabelle serra plus fort la main d'Hélène. « Je veux rester avec ma maman. »« Je sais, ma chérie, » dit Sophie avec douceur. « Mais il faut que nous vous parlions séparément, juste un petit moment. Votre maman sera au bout du couloir. » Hélène s'agenouille et serre sa fille dans ses bras. Hélène s'agenouille et serre sa fille dans ses bras. « C'est bon. Ces gens veulent nous aider. Je te reverrai bientôt. » Moreau conduit Hélène dans une petite salle d'entrevue. Les murs sont beiges, les meubles basiques mais propres. Dans un coin, une caméra vidéo enregistre tout. « Prenez votre temps, » dit Moreau en s'installant en face d'elle. « Racontez-moi tout depuis le début. » Hélène parle pendant près d'1 heure. Leur mariage, la naissance d'Isabelle, la nuit de sa disparition, les années de recherche, le deuil, la lente dissolution de leur relation, le divorce, la recherche du magnétophone, les révélations de la soirée. Moreau prend des notes, pose des questions d'éclaircissement, mais la laisse surtout parler. Lorsqu'elle a terminé, Hélène s'est sentie vidée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que Charles a fait à notre fille? Le visage de Moreau était compatissant. Je dois vous avertir que ce que vous allez entendre est troublant.
Mais vous avez le droit de savoir. Il se lève. Suivez-moi. Ils empruntèrent un couloir jusqu'à une autre pièce dotée d'une grande fenêtre donnant sur une salle d'interrogatoire. Charles était assis à une table métallique, les menottes devant lui. 2 gendarmes sont assis en face de lui. La vitre est sans teint, explique Moreau. Il ne peut pas nous voir, il parle depuis 20 minutes. Grâce à des haut-parleurs, la voix de Charles emplit la salle d'observation. Il parle calmement, presque fièrement, comme s'il décrivait une affaire réussie. « Je l'ai emmené cette nuit-là, dit Charles, le 15 octobre 1991. Hélène travaillait de nuit. J'ai porté Isabelle dans la chambre de princesse que j'avais fini de construire. Elle dormait, elle ne s'est même pas réveillée. » Un gendarme se penche en avant. « Et la fenêtre ?»« Je l'ai ouverte, j'ai fait croire à un enlèvement. Tout le monde y a cru. » Il a souri. « 9 ans, elle a vécu là-dessous. Je lui ai dit que c'était la fin du monde, une guerre nucléaire. Nous étions les 2 dernières personnes en vie. Elle a cru tout ce qu'on lui a dit. »« Pourquoi ?» demande le gendarme. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Charles haussa les épaules. « Elle était à moi, ma création. Pourquoi ne la garderais-je pas ? Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin, de la nourriture, des jouets, de l'attention. Et quand elle a été assez grande, il marqua une pause. Nous étions en train de reconstruire l'humanité. C'est ce que je lui ai dit. Elle devait avoir mon bébé pour sauver l'espèce. »« Comment avons-nous pu rater cette pièce ?» demanda l'autre gendarme. « Vous avez fait une visite standard, dit Charles avec dédain. Pas une recherche approfondie. J'avais encombré le sous-sol d'outils et d'équipements. Vous avez jeté un coup d'œil et vous êtes passé à autre chose. Le faux mur que j'avais construit 2 ans plus tôt lors d'une rénovation. J'ai même déposé de faux permis. Je vous ai montré de faux plans. La pièce était insonorisée, pas de ventilation vers la maison principale, complètement indétectable. » Hélène chuchote à Moreau. « Il a toujours été doué pour la menuiserie, si précis, si organisé. Je travaillais la nuit. Je n'ai jamais été soupçonné. » Sa voix se brise. « Si Mathieu n'avait pas été aussi imprudent ce soir, nous ne l'aurions peut-être jamais trouvé. » Moreau hocha la tête d'un air sombre. « Rentrons. Vous en avez assez entendu. » Dans la salle d'interrogatoire, Hélène s'assit lourdement. « Et Mathieu, pourquoi est-il entré par effraction ?» Mathieu Tanguy a été très honnête, dit Moreau. Lorsque nous avons fait irruption dans la maison, il était en train de fulminer contre Charles. Apparemment, il y a une rivalité entre eux depuis des années. Il consulte ses notes. Dans leur groupe de malades, Charles était la star. Il faisait le plus de vidéos, avait la victime la plus docile. Les autres partageaient leur matériel à tour de rôle, mais les vidéos de Charles étaient toujours demandées en bonus. Il était fier de ce statut. Hélène se sentait mal, sa fille réduite à un divertissement pour des monstres. Mathieu est devenu obsédé, poursuit Moreau. Il a développé des désirs pour Isabelle, mais n'a pas trouvé l'endroit où Charles la gardait. Alors il a décidé de voler la collection de vidéos. Il est entré par la porte de derrière ce soir. Il ne s'attendait pas à ce que vous soyez là. « Il m'a attaqué, dit Hélène à voix basse. Il a essayé de... » « Nous le savons. Il a avoué cela aussi. Il a dit que vous lui rappeliez Isabelle. » La voix de Moreau était douce. « Madame Rodier, votre fille va avoir besoin d'une thérapie approfondie. Elle peut sembler aller bien en apparence, mais 9 ans de manipulation psychologique et d'abus, il y aura des traumatismes profonds. »« Je sais, dit Hélène, mais elle est vivante. Nous avons une chance. » Moreau se leva. « Retrouvons votre fille. » Il trouve Isabelle dans le couloir avec Sophie Martin. La petite fille s'est levée d'un bond en voyant Hélène. « Maman. » Elles se sont prises dans les bras, toutes 2 en pleurs. Hélène respire le parfum de sa fille, encore étonnée qu'elle soit réelle, vivante, ici. « Un officier vous escortera bientôt à l'hôpital, dit Sophie, pour l'examen dont nous avons parlé. » Elles se dirigèrent vers une salle d'attente tranquille. Isabelle se blottit contre Hélène sur un canapé usé. Pendant un moment, ni l'une ni l'autre n'a parlé. Le poids de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui devait se passer, pesait sur elle. Puis Isabelle s'est mise à pleurer, non pas les larmes confuses de tout à l'heure, mais des sanglots profonds et déchirants. « L'officier m'a tout raconté, et je pense qu'il avait raison. Papa m'a menti, souffle-t-elle. À propos de tout. Le monde ne s'est pas écroulé. Tu n'étais pas morte pendant toutes ces années. »
Elle regarde Hélène avec des yeux dévastés. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Hélène la serre contre elle. Je ne sais pas, ma chérie. Il arrive que des personnes en qui on a confiance fassent des choses terribles. C'était pas ta faute. Rien de tout cela n'était de ta faute. Mais je l'aimais, murmure Isabelle. Même quand il... Je pensais que j'aidais à sauver le monde. Je me sens si stupide. Tu n'es pas stupide. Tu as été une enfant qui a cru ce que te disait quelqu'un qui aurait dû te protéger. Hélène caresse les cheveux de sa fille. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes toutes les deux plus fortes que nous ne le pensons. Elles sont restées assises dans la salle d'attente pendant que la station se calmait autour d'elles. Quelque part, Charles et ses associés étaient en train d'être traités dans le système qui, espérons-le, les éloignerait à jamais. Mais pour Hélène et Isabelle, l'attention s'est déplacée du passé vers l'avenir. Nous aurons besoin d'une nouvelle maison, dit Hélène doucement, un endroit frais. Et tu iras à l'école, tu te feras des amis, tu auras une vraie vie. Isabelle hocha la tête contre son épaule. Les gens vont-ils me détester? Est-ce que ça va être douloureux de passer à autre chose? Non, dit Hélène avec douceur. Le temps aide, parler aide, l'amour aide, la douleur s'atténuera. Et vous créerez de nouveaux souvenirs pour adoucir les anciens. Quant aux gens, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. C'est à vous de choisir qui est digne de votre confiance, avec qui vous partagez votre histoire. Un officier apparaît dans l'embrasure de la porte. Madame, l'escorte vers l'hôpital est prête. Ils se sont levés ensemble, les mains jointes. Alors qu'elle traversait le poste de gendarmerie, Hélène pensait au long voyage qui les attendait. Examens médicaux, séances de thérapie, procédures judiciaires, réapprendre à faire confiance, à vivre sans peur, enseigner à Isabelle le monde dont elle avait été privée. Mais elles l'affronteront ensemble. L'amour, le véritable amour, protecteur et nourricier, éclairerait leur chemin. Les ténèbres que Charles avait créées ne pouvaient pas l'éteindre. En fin de compte, c'était la leçon à retenir. Le mal peut se cacher derrière des visages familiers, dans des maisons ordinaires, sous le masque de l'amour. Mais le véritable amour perdure. Il traverse 9 années de ténèbres. Il brise les faux murs. Il refuse d'abandonner l'espoir. Alors qu'elles atteignent les portes de la gare, Isabelle serre la main d'Hélène. « J'ai peur, maman. »« Moi aussi, » avoue Hélène. « Mais nous sommes ensemble maintenant. Et ensemble, nous pouvons tout affronter. » Elles s'avancent dans la nuit vers la camionnette qui les attend, vers la guérison, vers un avenir qu'elles construiront un jour à la fois.